Je disais donc que je vous parlerai principalement de la préparation de l'écrit qui me semble être, disons, une grande partie de préparation cette année évidemment, et qui est la plus facile à systématiser si j'ose dire, même si l'oral comporte ces trucs à apprendre, et une fois qu'ils sont assimilés, ça devient des automatismes et on réussit bien généralement. Le français est une matière relativement agréable à appréhender par rapport à d'autres qui sont peut-être un peu plus rebutantes et tout de suite très sérieux et très sérieuses, très complexes. Le français laisse une part aussi à votre sensibilité, donc profitez-en. Il me semble que dans l'optique de l'écrit français, vous avez 3 grandes compétences à apprendre. La première, c'est analyser et mémoriser des poèmes et différents textes évidemment, mais majoritairement des poèmes. La seconde, c'est de bien sûr connaître les œuvres au programme et les grands critiques de poésie qui s'y rapportent. Et dans ce cadre, je vous renvoie donc à cet ouvrage de la collection Cursus chez Armand Collin, littérature, 140 textes théoriques et critiques que je peux vous prêter, mais qu'il est bon aussi de posséder chez vous, qui est très bien fait, très complet. Et la troisième compétence, il me semble, c'est tout au long de l'année apprendre à améliorer votre rédaction, votre expression. C'est vraiment une partie importante des épreuves écrites et orales de français. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur cette partie-là d'ailleurs, mais si vous pouvez écrire et parler avec une expression soutenue régulièrement, en vous fixant par exemple une fois par semaine d'écrire une page dans votre journal intime ou de rapporter une expérience à un ami par oral, etc. Ça s'apprend, et vous vous entraînerez, même quand vous lisez des ouvrages critiques, etc. Il y a des expressions un peu académiques comme ça que vous pouvez noter, même dans un répertoire si vous voulez. L'important, c'est que votre expression acquiert une certaine finesse, recherche. Et c'est très important pour avoir une copie convaincante de français. Donc, je vais d'abord parler de cette première compétence, analyser un poème. Je vais faire des rappels, puisque ce sont des choses que vous avez déjà vues en hippocampe, mais bon, c'est toujours bon de revoir un peu la méthode de l'analyse de poèmes. La règle numéro 1, il me semble, pour analyser un poème, c'est de savoir que tout dans le poème fait sens. Du titre, à la mise en page, à la ponctuation, évidemment les mots dans toute leur richesse, c'est-à-dire leur sonorité, leur sens, leur place dans la phrase, la syntaxe, la non-syntaxe, etc. Le titre, il convient de l'analyser et de l'interpréter avant et après la lecture du poème, parce qu'on a généralement 2 approches différentes du titre avant et après avoir lu le poème. Deuxième élément signifiant donc, dans cette première règle de tout fait sens, c'est le vers et la strophe, en quelque sorte la métrique. C'est ce que l'on voit, on va dire, plus directement quand on entre dans un poème, notamment s'il est classique. Donc étudier précisément la métrique, les rimes, évidemment c'est un peu fastidieux, mais il me semble que c'est assez indispensable quand on analyse un poème. Le tout étant, et c'est là la virtuosité, d'en tirer des remarques et des analyses qui soient pertinentes et intéressantes, et d'arriver à comprendre en quoi le poème, dans son entièreté, fait sens et fait signe aussi vers une signification. L'objet du poème également fait sens, évidemment. Comment est-il rendu, caractérisé? Il ne décrit pas de la façon une orange chez Malherbe et chez Gronge, etc. Donc, étudier cela aussi. Le sujet lyrique, qui est-il? Quelle est la figure du poète qui est ici présentée? Je suis toujours dans ce premier point, donc tout fait sens.
bien entendu les figures de style à repérer, c'est déjà une première étape, et à commenter dans une même veine interprétative que le reste. C'est-à-dire comprendre en quoi ça rejoint une interprétation complète du poème. Il y a des figures de style qui sont des métaphores en fait de ce que le poète signifie. Je pense par exemple à la syntaxe du cimetière marin chez Valéry. Voilà. Le flux et le reflux sont bien sûr une métaphore du ressac de la mer. Finalement, il y a la chute du poème aussi qui fait sens, la pointe finale si j'ose dire, et notamment dans le sonnet, vous le savez, on appelle donc ça la pointe, ou le concetto. Ce sont des termes que vous connaissez ou que vous devez connaître en tout cas. Deuxième règle pour analyser un poème, il me semble, c'est de savoir compter sur ses doigts. Et là, je vais m'attarder un petit peu plus sur tout ce qui est un peu technique et comptable, si j'ose dire. Il s'agit donc de manière générale de repérer tous les phénomènes de régularité ou d'irrégularité, puisque vous savez que versus, le vers en latin veut dire le sillon. Le sillon, c'est ce qui revient, contrairement à la prosa oratio, qui est le discours en droite ligne. En ligne droite, plutôt. Il vous faut aussi prêter attention à la mise en page, évidemment, puisque le vers, donc sa régularité, implique aussi le blanc, hein, qui le sépare de l'autre vers. C'est ce que disait Claudel quand il définissait le vers comme une idée séparée par un blanc. Ce sont des citations que vous pouvez aussi utiliser en dissertation. Ce qu'il est important aussi, c'est d'avoir la bonne terminologie, donc distinguer le maître du rythme et de la rime. Bon, ça, je sais, je vous fais confiance là-dessus, mais le maître, c'est bien sûr le nombre de syllabes. La fin, c'est la rime, et le rythme, ce sont les accents. C'est différent, le rythme et le mètre, c'est différent. Ne parlez pas de pied non plus, puisqu'il s'agit là de terminologie qui concerne la scansion latine, ou bien des vers qui imitent des vers latins ou grecs. Bon, je ne reviens pas sur des règles de comptage telles que le E caduc, l'hiatus et la diérèse que vous devez connaître absolument. Ça, je vous laisse réviser par vous-même si jamais il y a encore des petites hésitations. Enfin, bien sûr, tous les types de vers doivent vous être familiers, de l'octosyllabe, en sachant évidemment à quel genre il appartient en priorité, c'est-à-dire qu'il nous vient de la poésie narrative et lyrique du Moyen-Âge. Ça porte une signification là aussi, et sa césure est irrégulière. Le décasyllabe, lui, a une césure à l'hémistiche, comme vous le savez, et c'est le vers noble, plutôt, de la chanson de geste et de la poésie lyrique. Quant à l'alexandrin, c'est le vers de la régularité parfaite, coupe à l'hémistiche, entre noblesse et prosaïsme, puisqu'on l'utilise à la fois pour des hymnes et voilà, célébrer une grandeur épique, mais également pour donner une longueur au vers et une sorte de caractère un peu qui fait penser à la prose. Hein, c'est aussi le vers des romans en vers. On le distingue d'ailleurs, faites attention quand vous parlez, du dodécasyllabe, en ce qu'il a des accents et il a une césure, alors que le dodécasyllabe, c'est vraiment 12 syllabes, on trouve ça d'ailleurs dans la poésie moderne et contemporaine, 12 syllabes sans accent ni césure. Et puis ensuite, l'hexasyllabe, donc un vers de 6 syllabes, qui constitue une sorte d'hémistiche d'alexandrin indépendant dans un poème.
Et puis, il y a les fameux vers irréguliers, comme l'heptasyllabe, l'énéasyllabe, l'endécasyllabe, le pentasyllabe et le trisyllabe, que vous devez connaître de nom au moins. Il faut aussi connaître la métrique un peu moderne des vers libérés de Verlaine et Rimbaud, donc avec des vers irréguliers, des rimes et des strophes irrégulières elles aussi, pas d'alternance de féminin et masculin, donc on va en reparler après. Des strophes qui n'ont pas forcément toutes le même nombre de vers, ni le même type de vers. Il y a aussi le fameux verset claudélien, sur lequel je ne vais pas vous donner beaucoup d'informations, sauf vous dire qu'il se situe entre une strophe en vers et un paragraphe, si vous voulez. C'est assez étrange, il faut vraiment lire pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. De la même façon, quand vous parlez de strophe, c'est important d'avoir le bon vocabulaire. Donc, on parle de laisse au Moyen-Âge, par exemple dans la chanson de Roland. On parle de stances au théâtre, notamment quand il s'agit d'un monologue versifié. On parle de distique, quatrain, quintil, sixin, septin, neuvain, huitain et dizain, dans d'autres cas où les strophes comportent un nombre régulier de vers. La règle numéro 3 concerne la rime. Un poème, ça rime évidemment en général, et c'est important aussi de remarquer l'absence de rimes souvent. Mais lorsqu'il y a des rimes, il faut les qualifier. Donc, soit elles sont pauvres, suffisantes ou riches, selon qu'il y ait 1, 2 ou 3 phonèmes qui soient répétés, ou qui soient mis en parallèle. La nature de la rime aussi, elle est soit féminine, soit masculine. Je ne sais pas si vous savez la différence entre une rime féminine et une rime masculine. Quelqu'un peut-être peut la rappeler. Il me semble que c'est une... un mot se termine par un E, c'est une rime féminine, oui. Et c'est à une consonne ou à un autre. Tout autre cas est une rime masculine. Mais quand il y a un E caduc, c'est une rime féminine. Donc remarquez également l'alternance ou non de rimes féminines et masculines qui dénoterait un certain conformisme, s'il y avait cette alternance, et un non-conformisme en cas d'absence de cette alternance. Également, sachez nommer les dispositions des rimes. Vous savez que les rimes plates, donc c'est le schéma A, A, B, B. Les rimes croisées, A, B, A, B. Embrassées, A, B, B, A. Rime redoublée, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la rime qui se répète d'un vers à l'autre, A, 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 A. Voilà, indéfiniment. La rime orpheline, elle n'a pas de rime finalement. Et la rime continue, c'est la monorime qui traverse tout un poème en fait. Bon, après il y a la rime bâclée, il y en a d'autres effectivement, si ça vous intéresse. Je peux vous fournir un cours aussi là-dessus, mais je ne voulais pas être trop lourd. Voilà, la fonction de la rime doit être analysée. Est-ce qu'elle a une fonction de monotonie? Parfois c'est le cas dans certains poèmes, de symétrie, ou bien au contraire, elle donne certaines surprises par le rapprochement de mots qu'on ne s'attend pas à voir associés par la rime. La quatrième règle de l'analyse du poème, selon moi toujours, c'est le rythme. J'ai mis ça swing, poème ça swing. Oui, effectivement, un poème, on a envie aussi de le scander parfois. Pourquoi? Parce qu'il présente certaines régularités. Donc, les vers par excellence qui ont des rythmes réguliers sont l'alexandrin et le décasyllabe, comme je vous l'ai dit. Dans l'alexandrin, les accents sont systématiquement, comme vous le savez, sur la 6e et la 12e syllabe, d'où une césure à l'hémistiche et une coupe aussi au sein de chaque hémistiche en 2 mesures. Donc, généralement, par exemple, 2, 4, et puis ensuite 3, 3. 2, 4, 3, 3, ça fait 12. Dans le décasyllabe, la césure, au contraire, est mobile.
Et donc c'est ce qui fait tout le charme justement du cimetière marin de Valéry, avec cette alternance entre 4-6 et 6-4, qui crée voilà, une sorte de vague. Le rythme peut aussi subir des phénomènes de discordance tels que l'enjambement, le rejet et le contre-rejet, que je vous invite à réviser puisque les règles sont quand même somme toute assez compliquées. Pour bien comprendre ce qu'est un contre-rejet, il faut déjà savoir ce qu'est un rejet et un enjambement et ne pas confondre les trois termes. Et de la même façon, lorsque vous avez des poèmes en prose, il y a un rythme auquel vous devez être sensible, notamment s'il y a des vers blancs, n'oubliez pas cela, et puis aussi dans Aurélien, dans les romans. Comment on reconnaît aussi un poème en prose, c'est difficile finalement, qu'est-ce qui... apparemment, selon les spécialistes, donc plutôt une certaine brièveté du texte, une certaine cohésion interne du texte, limitée, et puis